2. L'agent de la civilisation moderne historique, première période des débuts à la Révolution. Chapitre 10. La franc-maçonnerie à ses débuts. Dans une lettre pastorale écrite en 1878, Monseigneur Martin, évêque de Natchitoches aux États-Unis, a fort bien dit, citation, ouvrez les guillemets, en présence de cette persécution d'une universalité jusqu'ici inouïe, de la simultanéité de ses actes, de la similarité des moyens qu'elle emploie, nous sommes profondément amenés à conclure l'existence d'une direction donnée, d'un plan d'ensemble, d'une forte organisation qui exécute un but arrêté vers lequel tout tend. Citation, ouvrez les guillemets, oui, elle existe, cette organisation, avec son but, son plan et la direction occulte à laquelle elle obéit. Société compacte malgré sa dissémination sur le globe. Société mêlée à toutes les sociétés sans relever d'aucune. Société d'une puissance au-dessus de toute puissance, celle de Dieu exceptée. Société terrible qui est, pour la société religieuse comme pour les sociétés civiles, pour la civilisation du monde, non pas seulement un danger, mais le plus redoutable des dangers. Citation fermée les guillemets. Léon XIII a exposé en ces termes le but que poursuit cette organisation internationale. Citation, ouvrez les guillemets. Le dessein suprême de la franc-maçonnerie est de ruiner de fond en comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes et de lui en substituer une nouvelle, façonnée à son idée, et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntés au naturalisme, encyclique du 20 avril 1884. L'idée de substituer à la civilisation chrétienne une autre civilisation fondée sur le naturalisme est née, avons-nous dit, au milieu du XIVe siècle. Un effort surhumain, continué de nos jours, fut tenté pour la réaliser à la fin du XVIIIe siècle. On conçoit difficilement que, combattue pendant tout ce temps par l'Église, elle ait subsisté et se soit développée à travers 5 siècles, pour éclater enfin avec la puissance que nous lui voyons aujourd'hui, si l'on ne suppose qu'à travers ce long espace, il s'est trouvé des hommes pour s'en transmettre la garde et la propagande de génération en génération, et une société puissante pour en préparer le triomphe. Une véritable conspiration contre le christianisme suppose, en effet, non seulement le vœu de le détruire, mais des intelligences, un concert dans les moyens de l'attaquer, de le combattre et de l'anéantir. Ces adeptes, puisqu'ils conspiraient contre l'état de choses existant, avaient tout intérêt à se cacher de leur vivant et à ne laisser après eux que le moins de traces possibles de l'existence de leur association et de leur complot. Cependant, des indices sérieux permettent de croire que l'idée des humanistes a été recueillie par la franc-maçonnerie. Qu'elle exista ou non avant eux, elle a tenté la réalisation de leur dessein au XVIIIe siècle et l'a reprise de nos jours avec l'expérience que lui a donnée son insuccès. Les francs-maçons prétendent faire remonter leur origine au temple de Salomon et même être les héritiers des mystères du paganisme. Nous n'avons point à examiner ici le bien ou le mal fondé de ces prétentions, mais nous devons voir si, dans les temps modernes, la secte a été vraiment l'âme de la transformation sociale commencée par la Renaissance, continuée dans la Réforme et qui vient aboutir par la Révolution, continuée depuis plus d'un siècle. La seconde génération des humanistes, plus encore que la première, introduisit dans les esprits une façon absolument païenne de concevoir l'existence. Cette tendance devait enfin provoquer la résistance de l'autorité suprême de l'Église. C'est ce qui arriva sous le règne de Paul II. Ce pape renouvela le collège des abréviateurs de la chancellerie et en fit sortir tous ceux qui n'étaient point d'une intégrité et d'une honnêteté parfaite. Cette mesure porta aux dernières limites la colère de ceux qui avaient à en souffrir.
Pendant 20 nuits de suite, ils assiégèrent les portes du palais pontifical sans arriver à se faire admettre. L'un d'eux, Platina, écrivit alors au pape pour le menacer d'aller trouver les rois et les princes et les inviter à convoquer un concile devant lequel Paul II aurait à se disculper de sa conduite envers eux. Cette insolence le fit arrêter et enfermer au fort Saint-Ange. Les autres eurent des réunions chez un des leurs, Pomponius Laetus, dont Pastor dit que jamais peut-être savant n'a imprégné son existence de paganisme antique au même degré que lui. Il professait pour la religion chrétienne le plus profond mépris et ne cessait de se répandre en discours violents contre ses ministres. Ces réunions donnèrent naissance à une société qu'ils appelèrent l'Académie romaine. Une foule de jeunes gens, païens d'idées et de mœurs, vinrent s'y adjoindre. En entrant dans ce cénacle, ils quittaient leur nom de baptême pour en prendre d'autres, portés dans l'Antiquité et choisis même parmi les plus mal famés. En même temps, ils s'appropriaient les vices les plus scandaleux du paganisme. Valaterranus a reconnu que ces réunions et les têtes qu'on y célébrait étaient, citation entre guillemets, le début d'un mouvement devant aboutir à l'abolition de la religion. Fermez les guillemets. Arriva-t-il un moment où ils ne se crurent plus en sûreté dans la maison de Pomponius. Toujours est-il que les noms des membres de l'Académie romaine se trouvent inscrits dans les catacombes, que Pomponius Laetus y est qualifié entre guillemets de Pontifex Maximus et Pantagatius de prêtre. À ces noms sont jointes des inscriptions ayant trait à la débauche. Ils n'eurent pas honte de les graver sur ces parois si profondément vénérables. L'historien Gregorius n'hésite pas à nommer cette académie, entre guillemets, une loge de francs-maçons classique. Elle avait choisi les ténèbres des catacombes pour mieux cacher son existence à l'autorité, et en donnant à ses chefs les titres de prêtre, entre guillemets, et de souverain pontife, entre guillemets, elle marquait bien qu'elle n'était pas une société littéraire, mais une sorte d'église en opposition avec l'église catholique. Une religion, cette religion humanitaire ou cette religion de la nature que la Révolution voulut plus tard substituer en France à la religion du Dieu créateur, rédempteur et sanctificateur, et dont la secte, dont, nous le verrons, poursuit l'adoption pour le genre humain tout entier. À l'impiété et à la licence païenne, ils avaient donné pour campagne l'idée républicaine. Un des derniers jours de février 1468, Rome apprit à son réveil que la police venait de découvrir une conspiration contre le pape et d'opérer de nombreuses arrestations, principalement entre les membres de l'Académie. Le projet était d'assassiner Paul II et de proclamer la République romaine. Pour, entre guillemets, on ne dissipera sans doute jamais entièrement, dit Pastor, l'obscurité qui plane autour de cette conjuration. Fermez les guillemets. Tout cela porte bien les caractères d'une société secrète. À l'époque de la Réforme, l'existence de la franc-maçonnerie devient plus manifeste. C'est au XVIe siècle, dit N. Deschamps, à l'année 1535, que remonte le plus ancien document authentique des loges maçonniques. Il est connu sous le nom de Charte de Cologne. Il nous révèle l'existence, ancienne déjà, remontant peut-être à 2 siècles, d'une ou plusieurs sociétés secrètes existant clandestinement dans les divers États de l'Europe et en antagonisme direct avec les principes religieux et civils qui avaient formé la base de la société chrétienne. N. Deschamps donne des preuves de l'authenticité de cette charte. Disons qu'elles ne sont point acceptées par tous. Claudio Janet les admet. Le document se trouverait en original dans les archives de la Merle-Loge d'Amsterdam, qui conserve, dit-on, aussi l'acte de sa propre constitution, daté de 1519. Tout est remarquable dans ce document. Les faits, les idées et les noms des signataires. Il nous révèle l'existence et l'activité, depuis un siècle au moins, ce qui nous remonte au-delà de Paul II et de la société secrète des humanistes, d'une société s'étendant déjà dans tout l'univers, entourée du secret le plus profond, ayant des initiations mystérieuses, obéissant à un chef suprême ou patriarche.
connu seulement de quelques maîtres. Citation, ouvrez les guillemets, n'obéissant à aucune puissance du monde, disent les signataires, et soumis seulement aux supérieurs élus de notre association répandue sur la terre entière, nous exécutons leurs commissions occultes et leurs ordres clandestins par un commerce de lettres secrètes et par une mandataire chargée de commissions express. Ils disent ne donner accès à leurs mystères qu'à ceux qui ont été examinés et éprouvés, et qui seront liés et consacrés à leur assemblée par des sermons. Ils caractérisent la distinction entre eux et le monde profane par ces mots que l'on trouve dans tous les documents de la franc-maçonnerie, entre guillemets, le monde éclairé et, entre guillemets, le monde plongé dans les ténèbres. Mots qui expriment le tout de la franc-maçonnerie, car son but est de faire passer des ténèbres du christianisme à la lumière de la pure nature, de la civilisation chrétienne à la civilisation maçonnique. Parmi les signataires de cette charte se trouve non seulement Philippus Melanchthon, le grand ami de Luther, Hermann de Wieck, archevêque électeur de Cologne, qui dut être mis au ban de l'Empire pour sa connivence avec les protestants, Jacobus d'Anvers, prévôt des Augustins de cette ville, et Nicolas van Noot, qui encoururent l'un et l'autre les mêmes reproches, mais aussi Coligny, le chef du parti calviniste en France. 12 ans auparavant, 4 ans après la constitution de la loge d'Amsterdam, Franz de Seckhogen, dont la révolte avait manqué de mettre toute l'Allemagne en guerre civile, mourait de ses blessures dans son château fort de Landstruch, assiégé par les princes alliés de Trèves, de la Hesse et du Palatinat. Entre guillemets, où sont, s'écriait-il, tous nos amis? Où sont les seigneurs d'Arnsberg, de Fürstenberg, de Zollern, les Suisses, mes alliés, alliés de Strasbourg, et tous les amis de la fraternité qui m'avaient tant promis et qui m'ont si mal tenu parole? Citation, fermez les guillemets. Monsieur Zen Janssen, dans son ouvrage L'Allemagne et la Réforme, demande, citation, ouvrez les guillemets, de quel élément était composée cette fraternité dont parle le mourant? Citation, fermez les guillemets. Il n'est pas impossible que la réponse se trouve dans ce qui précède. Il est en effet à remarquer que les villes où, d'après la charte de Cologne, des loges étaient établies, sont celles où le protestantisme trouva ses premiers adhérents. Dans ces faits, nous voyons sortir une probabilité sérieuse que la franc-maçonnerie eut une part très grande dans le mouvement d'idées qui se manifesta à la Renaissance et qui voulut s'imposer à la société chrétienne par la Réforme, soit qu'elle existât auparavant, soit qu'elle doive son existence aux humanistes, qui l'auraient créée précisément pour incarner en quelque sorte en elle leur conception de la vie et leur conception de la société. À ses origines, la franc-maçonnerie devait s'envelopper d'un secret bien plus impénétrable qu'elle ne le peut de nos jours, après une action continuée durant plusieurs siècles. De là, la difficulté d'y retrouver ses traces. Mais la part qu'elle prit à la Révolution donne aux indices que nous venons de recueillir une valeur probante qu'ils n'auraient point aussi grande parmi eux-mêmes. Car c'est bien la pensée des humanistes, telle que nous l'avons vue, que la Révolution a voulu réaliser dans la destruction de l'Église catholique et dans l'établissement du culte de la nature. Louis Blanc reconnaît que c'est bien là le but que poursuit la franc-maçonnerie. Citation, ouvrez les guillemets. Dans le grade du chevalier du Soleil, lorsqu'une réception avait lieu, le très vénérable commençait par demander au premier surveillant, citation, ouvrez les guillemets, quelle heure est-il? Et celui-ci devait de répondre, citation, ouvrez les guillemets, l'heure de l'obscurité parmi les hommes. Citation, fermez les guillemets, interrogé à son tour sur les motifs qui amenait le récipiendaire, et il disait « Je viens chercher la lumière », citation, ouvrez les guillemets, « car mes compagnons et moi, nous sommes égarés à travers la nuit qui couvre le monde. Des nuages obscurcissent Hespérus, l'étoile de l'Europe. Ils sont formés par l'encens que la superstition offre aux despotes. » Citation, fermez les guillemets. On ne peut dire plus clairement que la civilisation catholique a jeté l'Europe dans les ténèbres, que le genre humain a perdu de vue la fin naturelle de l'homme, et que la franc-maçonnerie s'est donné la mission de lui ouvrir les yeux.
Longtemps, les historiens ont écarté délibérément la franc-maçonnerie de l'histoire, et par là, ils ont présenté la Révolution sous un jour faux et trompeur. Monsieur Boilon, en publiant les procès-verbaux qui furent dressés sur l'heure, nous a enfin exposé les faits tels qu'ils se sont produits. Mais il ne remonte pas aux causes et aux agents premiers qui ont amené ce cataclysme, aux idées dont la propagande l'a rendu possible. Tocqueville et Taine, qui ont apporté dans l'étude de la Révolution une critique si éclairée, n'ont point porté leur investigation sur le domaine des sociétés secrètes. Les agissements de la franc-maçonnerie en ces derniers temps ont donné l'éveil. On la voit nous préparer de nouveaux bouleversements et de nouvelles ruines. On se demande si les malheurs et les crimes qui ont marqué la fin du XVIIIe siècle ne lui sont pas imputables. Monsieur Maurice Talmière a récemment fait une conférence qu'il a ensuite publiée en brochure sous le titre La franc-maçonnerie et la Révolution française. Monsieur Copin Albacelli, Monsieur Brache et d'autres s'appliquèrent, dans différentes publications, à faire sortir des ténèbres soigneusement entretenues, là par prise par les sociétés secrètes dans la Révolution. Pour leur démonstration, ils purent puiser dans l'ouvrage publié il y a 30 ans par N. Deschamps sous ce titre Les sociétés secrètes et la société, complété en 1880 par Claudio Janet. Et ceux-ci avaient mis largement à contribution un ouvrage antérieur, publié en pleine Révolution, en 1798 par Baruel, intitulé Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Ces mémoires ne donnent point, comme le titre pourrait le croire, les documents à mettre en œuvre pour faire l'histoire des crimes commis par les Jacobins. Ce que Baruel, dans ses 5 volumes, s'appliqua à fournir aux futurs historiens de la Terreur, ce sont les renseignements qui leur permettraient d'établir le point de départ, les agents premiers et les causes cachées de la Révolution. Citation, ouvrez les guillemets. Dans la Révolution française, dit-il, tout, jusqu'à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué. Tout a été l'effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été amené par des hommes qui avaient seuls le fil des conspirations ourdies dans des sociétés secrètes et qui ont su choisir et hâter le moment propice au complot. Citation, fermez les guillemets. La conviction de cette préméditation et de ces conspirations résulte de la lecture de ces 5 volumes. En tête du 4e, dans entre guillemets le discours préliminaire, il demande, citation ouvrez les guillemets, comment les adeptes secrets du moderne Spartacus, Weishaupt, ont présidé à tous les forfaits, à tous les désastres de ce fléau de brigandage et de férocité appelé entre guillemets la Révolution. Comment préside-t-il encore à ceux que la secte médite pour consommer la dissolution des sociétés humaines? Citation, ouvrez les guillemets. En consacrant ces derniers volumes à éclairer ces questions, je ne me flatte pas de les résoudre avec toute la précision et les détails des hommes qui auraient la faculté de suivre la secte entre guillemets illuminée dans ses souterrains, sans perdre un instant de vue les chefs ou les adeptes. En recueillant les traits qui me sont dévoilés, je n'en aurai pas moins assez pour signaler la secte partout où les forfaits signalent sa fatale influence. Citation, fermez les guillemets. On comprend le puissant, le poignant intérêt que présente la lecture de cet ouvrage à l'heure actuelle. Ce qui se passe, ce à quoi nous assistons, est le second acte du drame commencé il y a un siècle pour réaliser l'idée de la Renaissance, substituer une civilisation dite moderne à la civilisation chrétienne. C'est la même révolution, ravivée à son foyer, avec l'intention que Baruel avait déjà pu constater d'en étendre l'incendie au monde entier. Il nous montre ce dessein, cette volonté, exprimée dès le commencement du XVIIIe siècle. Les conjurés pourront-ils arriver à leur fin? C'est le secret de Dieu. Mais c'est aussi le nôtre, car l'issue de la Révolution dépend de l'usage que nous voulons faire de notre liberté, aussi bien que des décrets éternels de Dieu. C'est pour soutenir, pour encourager les bonnes volontés, que Baruel écrit ses mémoires. Citation, ouvrez les guillemets, c'est pour triompher enfin de la Révolution et à tout prix
non pour désespérer qu'il faut étudier les faces de la secte. Soyez pour le bien aussi zélés qu'elle a su l'être pour le mal. Que l'on sache vouloir sauver les peuples, que les peuples sachent eux-mêmes vouloir sauver leur religion, leurs lois et leur fortune, comme elle sait vouloir les détruire et les moyens de salut ne manqueront pas. Citation fermée les guillemets. C'est bien aussi la volonté et l'espérance que nous voudrions voir sortir de la lecture de ce livre. Avant de donner ici un bien court résumé de l'œuvre de Baruel, il est bon de faire entrer nos lecteurs en connaissance avec l'auteur, afin qu'ils sachent quel crédit ils doivent lui accorder. Augustin Baruel est né le 2 octobre 1741 à Villeneuve-de-Berg. Son père était lieutenant du bailliage du Vivarais. Il fit ses études et entra dans la Compagnie de Jésus. Lorsqu'elle fut menacée, il se rendit en Autriche, où il prononça ses premiers vœux. Il séjourna pendant quelques années en Bohême, puis en Moravie, et fut professeur à Vienne, au collège thérésien. On l'envoya ensuite en Italie et à Rome. Il revint en France après la suppression de son ordre en 1774. Sa fortune le rendait indépendant. Il se consacra tout entier aux travaux philosophiques et historiques et publia dès lors des ouvrages qui, bien qu'en plusieurs volumes, atteignirent jusqu'à 5 éditions. De 1788 à 1792, il rédigea presque seul le journal ecclésiastique, publication hebdomadaire des plus précieuses pour l'histoire littéraire et ecclésiastique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. En prenant la direction, Baruel dit à ses lecteurs, citation, ouvrez les guillemets, nous sentons tout le poids et toute l'étendue des devoirs que nous nous imposons. Ne nous prévoyons pas, sans en être effrayés, toute l'assiduité qu'ils exigent, en nous interdisant désormais toute occupation qui pourrait nous en distraire. Mais voués par état au culte du vrai Dieu, à la défense de nos vérités saintes, que ces mêmes devoirs vont nous devenir chers. Oui, ce jour sous lequel nous aimons à considérer nos fonctions de journalistes ecclésiastiques nous les rend précieuses. Citation fermée les guillemets. Il porta dans toutes ses œuvres cet esprit de foi. Plus les jours devenaient mauvais, plus l'abbé Baruel déployait de zèle et de vaillance. Il changeait fréquemment de domicile pour échapper au mandat d'arrêt. Après le 10 août, il dut suspendre la publication de son journal et passer en Normandie. Il y publia à Londres en 1794 une histoire du clergé de France pendant la Révolution. C'est là aussi qu'il conçut le plan de son grand ouvrage, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Il travailla pendant 4 ans à réunir et préparer les matériaux des premières parties. Les tomes 1 et 2 parurent à Londres en 1796. En 1798, ils furent réimprimés à Hambourg, accompagnés du troisième, celui sur la secte des Illuminés. Les deux derniers parurent également à Hambourg en 1803. Baruel, en publiant une seconde édition, entre guillemets, revue et corrigée par l'auteur, en 1818, 2 ans avant sa mort à Lyon, chez Théodore Pitra. Il faut lire cet ouvrage tout entier, si l'on veut connaître la Révolution en son fond. Pour l'écrire, l'abbé Baruel a eu les révélations directes de plusieurs des personnages de l'époque, et il a trouvé en Allemagne une série de documents de premier ordre. Entre guillemets, citation, ouvrez les guillemets, je dois au public, dit-il, dans les observatoires préliminaires du troisième volume, celui qui fait connaître les Illuminés, un compte spécial des ouvrages dont je tire mes preuves. Citation fermée les guillemets. Il donne la liste des principaux, au nombre de 10, avec une notice sur chacun d'eux, qui permet de juger de leur authenticité. La liste des ouvrages se complète par celle de plusieurs autres documents moins importants. Il ajoute, citation, ouvrez les guillemets, en voilà bien assez pour voir que je n'écris pas sur les Illuminés sans connaissance de cause. Je voudrais, par reconnaissance, pouvoir nommer ceux dont la correspondance m'a fourni bien de nouveaux secours, des lettres, des mémoires que je ne saurais trop apprécier.
mais cette reconnaissance leur deviendrait fatale. Citation, fermez les guillemets. Et plus loin, citation, ouvrez les guillemets, ce que je cite, je l'ai devant moi, je le traduis, et quand je traduis, ce qui arrive souvent, des choses étonnantes, des choses que l'on croirait à peine avoir pu être dites, je cite le texte même, invitant chacun à l'expliquer, ou bien à se le faire expliquer et à vérifier. Je rapproche même les divers témoignages, toujours le livre en main. Je ne mentionne pas une seule loi dans le code de l'ordre sans les preuves de la loi ou de la pratique. Citation, fermez les guillemets. De retour en France, il fut consulté au sujet de la promesse de la fidélité à la Constitution, substituée par arrêté du 28 décembre 1799 à tous les serments antérieurs. Il publia, le 8 juillet 1800, un avis favorable. Ces raisons, très nettes, jointes aux explications du moniteur, déclaré, journal officiel, décidèrent M. Emery et le Conseil archiépiscopal de Paris à se prononcer en faveur de la légitimité de la promesse. Quelques-uns, à cette occasion, accusèrent Baruel de flatter Bonaparte pour se ménager ses faveurs. Loin de flatter, l'abbé Baruel a été d'une audace inouïe en parlant du premier consul, il l'appelle, entre guillemets, le fléau de Dieu. En 1800, il ajoute, citation, ouvrez les guillemets, tous les princes de l'Europe reconnaîtraient la République. Je ne vois pas que pour cela Louis XVIII en fût moins le véritable héritier de Louis XVI. Je suis français. Le consentement des autres, souverains sur cet objet, est aussi nul pour moi que celui des Jacobins. Il peut bien diminuer mon espoir, retrancher les moyens. Il ne fait rien au droit. Citation, fermez les guillemets. Baruel ne rentra en France qu'en 1802. Il y prit la défense du Concordat et publia à ce sujet son traité du pape et de ses droits religieux à l'occasion du Concordat. Pendant l'Empire, Baruel se tint à l'écart, ne reçut ni place ni traitement. Il entreprit la réfutation de la philosophie de Kant. Lors de l'affaire du cardinal Maury, il fut soupçonné par Napoléon d'avoir propagé le bref de Pie VII, et il fut emprisonné à l'âge de 70 ans. La police le poursuivit encore aux 100 jours. Il termina sa vie dans la maison de ses pères, à Villeneuve-de-Bory, à l'âge de 80 ans, le 5 octobre 1820. Il était nécessaire d'entrer dans ces détails pour montrer à quel point cet auteur mérite notre confiance. Voici qui acheva de la lui concilier. Durant les 5 et 7 ans qui s'écoulèrent entre la publication des 3 premiers volumes et des 2 derniers, son ouvrage fut lu et il suscita des observations de la part des francs-maçons. Citation, ouvrez les guillemets. Suivant quelques-uns de ces francs-maçons, dit Baruel, j'en ai beaucoup trop dit. Suivant les autres, il s'en faut bien que j'aie tout dit. On sait que les premiers sont du nombre de ceux que j'ai compris dans l'exception des francs-maçons, trop honnêtes pour être admis dans les derniers mystères, et les autres, de ceux qui, après avoir tout vu dans les arrière-loges, ont enfin rougi et se repentent d'avoir pu mériter les honneurs maçonniques. Je dois aux uns et aux autres des remerciements, mais je leur dois aussi une réponse. Citation, fermez les guillemets. Cette réponse, il la leur donne, en montrant qu'il a dit tout ce qu'il devait dire et rien que ce qu'il devait dire. D'autres maçons s'irritèrent de se voir ainsi dévoilés et accusèrent Baruel de mauvaise foi. Ce fut surtout l'œuvre d'un Anglais, Grifty, rédacteur de la Monthly Review. Cet écrivain trouve passable, satisfaisante même les preuves que Baruel donne de la conspiration contre l'autel. Mais il dit que celles de la conspiration contre les trônes sont imparfaitement démontrées. En particulier, l'abolition de la royauté en France est due, dit-il, à des circonstances locales, plus qu'aux vœux et au complot des inspirateurs de la Révolution. Disant cela, il ne fait pas la moindre mention des preuves apportées par Baruel en faveur de sa thèse. Pour répondre à l'accusation de mauvaise foi, Baruel fait observer qu'il a donné et qu'il donne de nouveau les textes dans leur langue originale à côté de la traduction qu'il en a faite. Et pour ce qui est des plus importants des documents auxquels il se réfère, il dit que non seulement il est loisible à chacun de consulter les volumes imprimés,
mais de contrôler ces volumes sur les manuscrits qui se trouvent aux archives royales de Munich. Baruel fait plus. Il offre à son accusateur un rendez-vous à Munich pour lui montrer dans les écrits originaux les preuves évidentes de sa calomnie. Grifty se garda bien sûr de s'y rendre et il refusa même de publier dans sa revue la réponse de Baruel. Weishaupt, le fondateur de l'illuminisme, vint prêter main forte à Gifty, qui, sans doute, était l'un de ses adeptes. Baruel donna aussi à Weishaupt rendez-vous aux archives de Munich, où il pourrait revoir les originaux de ses propres lettres dont il contestait l'existence ou le texte. Mais, citation, ouvrez les guillemets, ajoutait Baruel, comme il ne saurait y paraître sans s'exposer à être pendu, entre parenthèses, à cause de ses crimes contre les mœurs, il pourrait nommer un procureur. Citation, fermez les guillemets. Il n'y a là, ni en personne, ni par procuration.